Les grands courants pédagogiques. Une aventure intellectuelle à dimension européenne. Célestin Freinet et Roger Cousinet en France, Maria Montessori en Italie, Ovid de Crowley en Belgique, en l'espace d'une vingtaine d'années à peine, au début du siècle et aux quatre coins de l'Europe, les pionniers du renouveau pédagogique émettent des hypothèses et réalisent des expériences qui nourriront pour longtemps la réflexion et la pratique éducative. Neil en Angleterre, Edward Claparède en Suisse, Anton Makarenko en URSS, aujourd'hui encore, les apôtres d'une école différente, qu'ils se prétendent leurs disciples ou leurs détracteurs, leur sont tous au moins redevables d'avoir su ouvrir la voie à la modernité pédagogique et d'avoir posé, de manière plus ou moins élaborée, les questions autour desquelles ils continuent de penser l'école. Mais en ce début du XXe siècle, peut-être ne réalise-t-on pas encore l'ampleur de cet élan nouveau dont les aspirations revêtent aux yeux de certains les traits de l'utopie. Il n'en reste pas moins que les tentatives et les idées se multiplient, que les événements se précipitent. C'est en 1907 que Maria Montessori ouvre sa première école, la Casa dei Bambini, la maison des enfants, dans un quartier populaire de Rome, l'année même de l'inauguration à Bruxelles de la première école du médecin belge De Crowley. 13 ans plus tard, en 1920, le psychanalyste anglais A.S. Neil se lançait dans l'aventure de Summerhill, dans une banlieue de Londres. À la fin de l'année 1923, Célestin Freinet publiait son premier article dans le journal Clarté. Il y présentait une de ses principales techniques, l'introduction de l'imprimerie à l'école. Cet article allait bientôt devenir un texte fondateur. Plus qu'une simple coïncidence, la richesse et l'inventivité de cette génération semblent être le fruit d'un climat général d'émulation. Le mouvement de théorisation et d'expérimentation qui s'est développé au début du siècle apparaît aujourd'hui comme une grande aventure intellectuelle à dimension européenne, un moment d'exception dans l'histoire des théories de l'éducation. Jamais l'intérêt d'autant de penseurs n'avait si fructueusement convergé vers l'enfant. Car ces précurseurs ne se contentèrent pas de cohabiter sur un même continent en simples contemporains. Leurs thèses ont circulé de Paris à Gorky, de Londres à Rome. L'échange, le débat, voire la polémique n'ont cessé d'enrichir les écrits et la pratique des uns et des autres. Freinet, pour ne citer que lui, fut aussi un lecteur critique et éclairé de l'œuvre de l'italienne Maria Montessori, comme celle d'Ovid de Crowley. Du nouveau et de l'ancien. Mais qu'entend-on au juste par pédagogie nouvelle? En quoi précisément sa nouveauté consiste-t-elle? Pourquoi en somme emprunter un chemin nouveau ou différent? Un des mots qui revient le plus souvent sous la plume de ses initiateurs est le terme d'adaptabilité. Pour s'adapter aux enfants, aux particularités de chacun d'eux, à ses problèmes, à son milieu, il propose une pédagogie évolutive et plus souple qu'on nomme différentielle. Il est vrai qu'à partir du moment où l'école s'ouvrait au plus grand nombre, aux fils d'ouvriers comme aux fils d'avocats, la pédagogie se devait de tenir compte des différences sociales et culturelles d'un public plus que jamais hétérogène. Au-delà des préoccupations humanistes, l'approche différentielle de la pédagogie apparaît comme une nouvelle nécessité depuis que Jules Ferry, en 1880, avait décidé d'ouvrir l'école à tous. Mais si les pédagogues que nous avons cités s'inscrivent dans un large mouvement de réflexion et de pratique souvent originales, il reste néanmoins que ces théoriciens doivent eux-mêmes beaucoup aux philosophes de la Renaissance et des Lumières, à leur critique parfois violente de l'éducation traditionnelle d'alors et aux méthodes nouvelles qu'ils appelaient de leurs vœux sans toutefois chercher, ou même songer, à les mettre en pratique. Une des définitions les plus claires qui a été donnée des pédagogies nouvelles les décrit comme des démarches éducatives qui, au lieu de s'imposer de l'extérieur à l'enfant, vont se développer à partir de ses besoins, de ses désirs, de ses possibilités d'expression. C'est une définition de Jean-Paul Resweber. Rousseau fondait également sa pédagogie sur la liberté individuelle et le respect de l'enfant. La célèbre formule de l'Émile, laisser croître, renverse à son tour le point de vue de la pédagogie normative pour lui préférer une éducation qui laisserait une large place à l'épanouissement personnel de l'enfant. De fait, nouveau ne désigne pas un système pédagogique absolument original qui, n'entretenant aucune relation avec quelque tradition philosophique que ce fût, aurait tout à coup surgi de néant.
Car si les théories qui retiennent notre attention virent tout le jour au XXe siècle, leur nouveauté ne tient pas tant à leur jeune âge qu'à leur caractère expérimental et pratique, ainsi qu'à la place qu'elles attribuent à l'enfant au respect du sujet qu'elles préconisent. On les considère comme nouvelles par opposition à une pédagogie directive réputée classique et que d'aucuns ont volontiers qualifiée d'autoritaire, voire de carcérale. Mais supposer un antagonisme radical entre les méthodes anciennes et les méthodes nouvelles nous paraît relever d'une vision simplificatrice, sinon caricaturale. Une révolution copernicienne en matière pédagogique a-t-elle été engagée au début de ce siècle? Selon Guy Palmade, si elle a eu lieu, elle n'est peut-être pas aussi brutale et aussi complète qu'on l'écrit parfois. On ne peut nier par ailleurs les réussites, l'efficacité de la pédagogie traditionnelle sur certains points. Nombreuses sont les générations qui ont beaucoup appris à cette école-là. Comme Guy Palmade le souligne encore, on peut cependant dire que les méthodes pédagogiques traditionnelles ne découlent pas d'une psychologie claire, cohérente et consciente d'elle-même. Si on peut y distinguer les éléments d'une certaine idée de l'enfant, plus ou moins implicite, la pédagogie traditionnelle apparaît avant tout comme une démarche essentiellement pragmatique qui vise ce que l'on pourrait appeler le rendement pédagogique. Boucler le programme en un minimum de temps est malheureusement devenu la principale finalité de nombre d'écoles dites traditionnelles, au prix de combien de décrochage, de découragement et d'abandon de la part des enfants. Cela ne signifie pas que les pédagogies nouvelles oublient l'objectif indispensable de l'acquisition des connaissances, mais elles l'abordent différemment, plus calmement, peut-être de façon plus éclairée sûrement. Ce qui ne les empêche pas parfois, comme nous le verrons, de présenter aussi un meilleur bilan que les pédagogies traditionnelles pour certaines acquisitions, comme l'apprentissage de la lecture par exemple. Dans certaines écoles différentes, on propose aux enfants d'apprendre à lire à 4 ans. Ils y feront leur première dictée à peine quelques mois plus tard. Mais la précocité de ces apprentissages y reste une réussite, sans cesse relativisée par les enseignants, car le but n'est pas de faire plus vite qu'ailleurs. Pourtant, cette réussite est bien le résultat de l'approche différentielle qu'elles mettent en avant. Ces écoles refusent les normes arbitraires qui veulent que l'on apprenne aux enfants à lire à tel âge, à faire des multiplications à tel autre, intéresser les enfants à leur travail, dira-t-on ici, introduisez le désir et le plaisir dans l'enseignement, entendra-t-on ailleurs, donner l'occasion aux enfants d'apprendre au bon moment quand ils se sentent prêts. Les résultats suivront. Et je trouve qu'ils sont bons, quelquefois même surprenants, mais là n'est pas l'essentiel. Et les écoles différentes insisteront très rarement sur cet aspect pour attirer les parents. La principale exigence des méthodes nouvelles se place non pas sur le plan pragmatique, mais sur le plan éthique, former des individus libres. C'est ce que Freinet appelle l'éducation centrée sur l'enfant. C'est aussi dans cette perspective que se place Maria Montessori lorsqu'elle exprime le souci d'aider les enfants à conquérir leur place et leur dignité d'être humain. Cet objectif, aussi louable que vaste, conduira en fait cette nouvelle génération de pédagogues à adopter des démarches diverses, à prendre des options éducatives quelquefois contraires. Deux détonateurs, les deux guerres et le développement des sciences humaines. La réflexion pédagogique du XXe siècle est née tout d'abord de la crise morale occasionnée par les deux conflits mondiaux, surtout la Grande Guerre. Les pédagogies nouvelles sont développées dans l'entre-deux-guerres, apparaissent comme une sorte de plus jamais ça, proclamée face à l'absurdité du massacre. La relation qui existe entre le conflit de 14-18 et le renouveau de la réflexion pédagogique est perçue par ses propres acteurs. Parmi les problèmes d'après-guerre, écrit de Crowley, il en est un qui semble présenter un regain d'intérêt, c'est celui de l'éducation de la jeunesse. Extrait de Vers, l'école rénovée. La vie de Célestin Freinet illustre ce lien étroit. L'instituteur français envoyé sur le front y est grièvement blessé. Sitôt le conflit terminé, il se lance activement dans le renouvellement des pratiques pédagogiques, témoignant ainsi d'une relation intime entre sa vocation de pédagogue et l'expérience de la guerre, au double titre de témoin et de victime. Par ailleurs, ces pédagogies, de l'enfant d'abord, impliquaient une meilleure connaissance de son développement psychologique et cognitif. Maria Montessori, qui était aussi docteur en médecine, l'avait compris et expliquait la nécessité d'aller à la découverte de l'enfant, d'en faire l'objet d'une observation attentive d'ordre scientifique. C'est à ce niveau que l'articulation entre pédagogie et sciences humaines ne va cesser de se renforcer tout au long du siècle. Jean Piaget, célèbre à plus d'un titre, ne fut-il
ne fut-il pas dès 1921 le principal collaborateur d'Édouard Claparède à l'Institut Jean-Jacques Rousseau de Genève, dont il prendra finalement la direction en 1940. S'il est vrai que la part de ses recherches sur le développement des structures logiques chez l'enfant n'a pas abouti à la création d'écoles en tant que telles, elles ont contribué néanmoins à éclairer le point de vue et l'écoute de ces pédagogies désireuses de se centrer sur l'enfant, et les ont aidés à faire plus ample connaissance avec cet être tout à la fois exigeant et déconcertant. Le développement des sciences humaines a donc joué un rôle moteur dans l'approfondissement de la réflexion sur l'école. Nombreux sont ceux qui sont venus à la pédagogie par la sociologie ou la psychanalyse. On ne pouvait qu'intégrer à l'enseignement les progrès accomplis dans la connaissance du psychisme et de la constitution du sujet, ou tout du moins le tenter. Comme souligne Jacques Pain, cette nouvelle génération de pédagogues avait compris que les grandes avancées intellectuelles s'opéraient désormais dans la complexité humaine totalement assumée et non à l'écart du temps et des choses. Par là, nous pressentons que l'enseignement ne suffit plus pour apprendre. La pédagogie institutionnelle s'inscrit par exemple très nettement dans une démarche psychanalytique. Le rôle joué par la psychanalyste Françoise Dolto a d'ailleurs dépassé celui de simple conseillère auprès de ceux qui se réclament de ce courant. La principale école qui représente le mouvement, l'école de la Neuville, parle d'ailleurs de son expérience éducative comme de l'école avec Françoise Dolto. Jacques Pain est chercheur en sciences de l'éducation. Pour l'anecdote. Des phases de vive effervescence théorique, comme la période pré-révolutionnaire ou le début du XXe siècle, ont alterné avec des périodes plus calmes de consolidation et de diffusion de ces mêmes doctrines. On connaît aujourd'hui peut-être un de ces moments d'apparent essoufflement sur le plan de la théorie. Les temps présents sont pauvres en réflexion et échafaudage spéculatif, ici comme ailleurs. Mais les tentatives de réalisation pédagogique que ces réflexions et théories ont fait naître ne cessent pourtant de se succéder avec plus ou moins de bonheur. Freinet et sa technique pédagogique. L'école de demain sera centrée sur l'enfant ou ne sera pas. La pensée et la pratique pédagogique de cet instituteur français paraissent plus que jamais actuelles à l'heure où les circulaires ministériels le rappellent à leur tour. L'école doit être centrée sur l'enfant. Il faut noter que parmi les grands pédagogues du début du siècle, Freinet est le seul à avoir opté pour la formation d'instituteurs. De Crolly et Montessori ont suivi pour leur part des études médicales. C'est donc de l'intérieur qu'il entreprend sa rénovation, aboutissant à une réelle innovation en matière éducative grâce à la création de toute une série d'outils et de techniques. La pédagogie Freinet ne se contente pas d'ébaucher une démarche, elle ne se gorge pas de concepts et de mots d'ordre. L'introduction de l'imprimerie à l'école, le journal de classe, la correspondance interscolaire, le texte libre, tels sont, comme nous le verrons, ses principaux apports, un outillage tangible, concret, facilement applicable. L'influence de Freinet s'étend en fait bien au-delà du mouvement qui porte son nom et des instituteurs qui s'en réclament. Ces techniques, qui ont fait leurs preuves depuis près de 70 ans, connaîtront un énorme succès. Nombreux sont ceux qui ont enrichi leur pratique à partir de ces outils pédagogiques, quelquefois sans même citer le nom de leur inventeur. L'imprimerie et le journal de classe, surtout, sont présents dans la plupart des écoles que nous avons visitées, même lorsqu'elles ne se réclament pas directement de Freinet. Parmi ses héritiers avoués, qui ne manquent pas, contrairement à d'autres, de rappeler tout ce qu'ils lui doivent, il faut compter les théoriciens de la pédagogie institutionnelle, Fernand Houry et Aïda Vasquez. Dans leur ouvrage De la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle, ils le citent en ces termes. Freinet est à la fois un homme et un instituteur, un technicien qui apporte des outils capables de transformer les rêveries pédagogiques en réalité quotidienne. Un lutteur aussi qui a, depuis longtemps, accepté le combat contre la pédagogie des bonnes intentions. C'est pour tout cela que nous nous devons, tout naturellement, de commencer par lui. Au commencement était la guerre. Les disciples de Freinet tiennent toujours à souligner que sa première école fut la guerre de 1914 à 1918. Freinet avait tout juste 18 ans au début du conflit. Envoyé aussitôt au front, il fut gazé à Verdun, invalide à 90%. Il dut interrompre ses études d'instituteur en 1920. Il fut nommé à l'école primaire de Bar-sur-Loup, dans le midi de la France. C'est contre l'avis des médecins, qui le condamnaient à une retraite très anticipée, qu'il rejoignit aussitôt son poste.
voyant sans doute dans l'activité d'enseignant un terrain privilégié pour mettre en application son aspiration au changement social que son expérience de la guerre n'avait fait qu'affermir. Le conflit de 1914-1918 n'est pas étranger à sa volonté de renouveau pédagogique. Son premier article sera d'ailleurs publié dans une revue dirigée par Henri Barbus, Clarté, tribune littéraire et politique de l'entre-deux-guerres très engagée dans le combat pacifiste. Dans son livre Le Feu, journal d'une escouade, Henri Barbus avait fait le récit d'un réalisme cru et brutal du cauchemar de la Grande Guerre. Le pédagogue partageait avec l'auteur du Feu cette même blessure indélébile. Ces civilisations savaient désormais qu'elles n'étaient pas immortelles, diagnostiquait Paul Valéry. La crise morale qui s'ouvrit alors conduisit nombre d'intellectuels à la remise en cause des fondements mêmes de la société, de la place du citoyen et bien sûr des méthodes de socialisation et d'éveil de la conscience sociale. Il était donc naturel qu'un tel questionnement s'intéressât à l'enfant et à son éducation, tant il apparaissait que l'instruction seule pouvait garantir l'édification d'une société différente et qui, surtout, sut se prémunir contre les convulsions. Après le choc de la guerre, l'instituteur se doit d'enseigner autrement. C'est dans le renouveau éducatif que Freinet place ses espoirs humanistes. Si les hommes sont capables de plonger la tête la première dans l'horreur, Freinet refuse d'y voir là une fatalité ou la conséquence d'une nature humaine foncièrement mauvaise et corrompue. En développant l'esprit critique des enfants, on peut espérer qu'ils deviendront des adultes libres et responsables. Permettre aux enfants d'atteindre cette autonomie intellectuelle sera donc l'un des principaux objectifs du pédagogue. Dès qu'il entre en fonction, Freinet développe une mise en cause de la pédagogie et de l'école traditionnelle, dont il juge les méthodes dogmatiques et la morale formelle imposée d'en haut, à l'origine pour une grande part de ces générations de demi-illettrés qui croient mot pour mot ce que contient leur journal. Cherchant une nouvelle voie, il commence à lire les pédagogues et psychologues de son époque qui l'intéressent sans toutefois le satisfaire vraiment. Freinet va finalement se lancer dans une expérience tout à fait originale avec sa propre classe, qui donnera naissance à un mouvement nouveau. Dès 1927, un congrès réunit à Tours des partisans de l'innovation qui a déjà rendu célèbre l'enseignant de Bar-sur-Loup, l'introduction de l'imprimerie à l'école. La classe prend vie. Célestin Freinet dit vouloir ouvrir l'école sur la vie. Pour lui, l'action est le moteur de tout apprentissage, la logique et l'abstraction lui étant postérieures, puisqu'elles ne font que formaliser l'approche pratique. Foin de la grisaille des salles de classe où l'on s'ennuie, à ne faire qu'écouter ou peut-être même à faire semblant, foin de ces enfants cloués derrière leur pupitre, coincés entre l'encrier et le tableau noir, à l'école où l'instituteur profère son savoir ex cathedra, Freinet substitue l'école du travail, où la constante valorisation du travail revêt une forte connotation marxiste. Ce point est au centre de la charte de l'école moderne, du mouvement Freinet. Le travail créateur, librement choisi et pris en charge par le groupe est le grand principe, le fondement même de l'éducation populaire. Cette charte fut adoptée en 1968 par les membres de l'institution fondée par Freinet pour diffuser ses méthodes pédagogiques. L'ICEM, l'Institut coopératif de l'école moderne. Dans une classe de Freinet, on produit, on fabrique des textes, on les corrige en commun et enfin on les imprime. La dictée, l'étude grammaticale, des exercices d'orthographe prend donc souvent appui sur ces productions collectives. Pour cela, on s'affaire, on circule, une activité bouillonnante investit les lieux, la classe prend vie. Freinet, avec une pointe d'ironie, n'hésite pas à dire qu'enfin elle ressuscite. L'instituteur descend de son estrade, d'ailleurs la plupart du temps son bureau disparaît. Freinet accorde une grande valeur symbolique à ce geste. Il devient enfin le maître camarade qu'il désirait être, un membre de la classe à part entière, simple coordinateur et conseiller, en aucun cas commandant ou censeur. Ces textes, écrits individuellement et corrigés en commun, pourront être ensuite imprimés dans le journal de la classe. Le fruit de ces efforts n'est pas destiné, en effet, à dormir au fond d'un cartable ou à s'empoussiérer dans une vieille armoire. Ces journaux pourront être envoyés dans d'autres écoles et pourquoi pas au-delà de nos frontières. Développer l'esprit critique. Ce travail de fabrication auquel les enfants sont appelés à prendre part ne permet pas seulement de les intégrer dans une démarche pédagogique active et par là même de les intéresser, de les motiver et de les responsabiliser davantage. La production des textes libres par les enfants eux-mêmes vise également un objectif à long terme, le développement de l'esprit critique qui reste, comme nous l'avons dit plus haut, l'une des pierres de touche de la pédagogie Freinet.
Si la classe produit ses propres textes, l'instituteur pourra enfin se passer de ces vieux manuels racornis qu'il en a horreur. Les manuels sont un moyen d'abrutissement. Ils servent, bassement parfois, les programmes officiels. Quelques-uns les aggravent même par je ne sais quelle folie de bourrage à outrance. Freinet s'est toujours insurgé contre le caractère livresque de l'enseignement traditionnel qui contribue à l'idolâtrie de l'écriture imprimée. Passer du côté de la production permettra aux enfants de démystifier l'écrit. De même que l'on critique et commente les textes des autres avant de les imprimer, il n'y a pas de raison pour que les livres et les journaux échappent à une lecture critique. Ces enfants ne seront plus dès lors des citoyens demi-illettrés qui ingurgitent passivement les discours officiels. Grâce au travail de production de textes, ils seront à même de se montrer toujours vigilants. De l'individu au groupe. La pédagogie freinée aspire à mettre en place la classe coopérative. Ce système est symbolisé par le conseil de classe hebdomadaire et par les mises au point quotidiennes. Lors de ces réunions, on aborde tous les problèmes du groupe, on distribue les tâches individuelles, on élabore ensemble les plans de travail. Les enfants, qui décident par exemple de faire une enquête, désignent le rôle que chacun d'entre eux aura à jouer. Un groupe ira sur le terrain, mais un autre consultera les ouvrages qui traitent la question. Mais avant de prendre quelque décision que ce soit, on a recours à la consultation démocratique. Parmi les textes libres écrits quotidiennement par exemple, les enfants votent pour choisir celui qui aura les honneurs de l'imprimerie. Les titres des textes présentés, ainsi que le nom de leur auteur seront inscrits au tableau. Après que les textes ont été lus, on consulte les élèves qui votent à main levée pour le texte qu'ils ont préféré. Le maître prend part à cette élection au même titre que les élèves puisqu'il ne dispose que d'une voix. Ces procédés de consultation des élèves permettent de motiver leur action au sein du groupe, de faire de chacun un membre actif d'une aventure collective, l'aventure éducative. Comme le souligne Guy Palmade, la méthode Freinet peut être considérée comme une méthode mixte, c'est-à-dire une méthode dans laquelle l'individualisation de l'enseignement et l'enseignement collectif ont une importance égale. Ces techniques pédagogiques tentent en fait de concilier la sociabilité au sein du groupe avec l'épanouissement de la personnalité et de la liberté individuelle. Pour freiner le travail personnel doit être à la base des réalisations de la classe tout entière, des méthodes individualisées et tendant à l'auto-éducation, constituant une des étapes nécessaires pour aboutir à des productions collectives comme le journal de classe. Dans une classe freinée, chaque enfant s'affaire à sa tâche, intègre un petit groupe de travail ou s'isole s'il en a besoin. Ce fonctionnement peut donner à tort l'impression d'un travail éclaté, voire d'un certain désordre. La pédagogie freinée se trouve en fait aux antipodes de la non-directivité et du laxisme. Une organisation rigoureuse caractérise les classes freinées où chaque enfant a des responsabilités bien précises. Paul s'occupe du courrier de l'école, Antoine de l'atelier d'imprimerie. Cette organisation rigoureuse de la vie de la classe fonde ce que Freinet appelle la vraie discipline, puisque selon lui, il n'y a de désordre que lorsqu'il y a faille dans l'organisation du travail, lorsque l'enfant n'est pas accroché par une activité qui répond à ses désirs et à ses possibilités. Si l'enfant choisit librement son travail, comme le rappelle la charte de l'école moderne, dans l'extrait cité plus haut, ce choix signifie aussi vis-à-vis de l'instituteur comme vis-à-vis du groupe qu'un contrat a été établi. Des panneaux sont affichés sur les murs de la classe pour rappeler à chacun les engagements que l'on a pris. S'occuper de l'ordinateur, faire le courrier, ranger le matériel. Ce système responsabilise les enfants et s'inscrit dans la volonté de socialisation affirmée par Freinet. Une dynamique de l'ouverture. Cette pédagogie qui met au centre de l'activité des enfants leur propre réflexion, observation et production, trouve dans son fonctionnement même le moteur de son renouvellement. Là où d'autres pédagogies fixent à l'avance un enseignement déterminant un contenu et un matériel, la pédagogie freinée offre des outils, permet de mettre en place un type particulier de fonctionnement, dont le contenu reste pourtant à trouver, laissé à l'initiative de l'enseignant et des enfants. C'est pour cela que Freinet préfère parler de technique pédagogie plutôt que de méthode. Ce dernier mot désigne pour lui quelque chose de figé, de clos. Or, les techniques mises en place par Freinet excluent toute fermeture et toute sclérose. Freinet a toujours insisté sur ce point, dès 1925. Il critiquait, dans la méthode pédagogique de Maria Montessori, son manque de souplesse, car, écrivait-il, il n'y a rien d'aussi dangereux qu'une méthode qui se fige dans sa forme et un auteur qui tient pour intangible son système breveté. La réflexion de Freinet est entièrement placée sous le signe de l'ouverture. L'enseignant conduit
ces élèves à se former par et grâce au monde extérieur. Au sein de leurs textes libres, leur vie personnelle, leur observation face au monde, l'actualité prendront toujours une place importante. Sa pédagogie se base sur la libre production comme sur l'échange et la circulation des informations. On touche peut-être là à une des raisons profondes de son actualité. L'imprimerie permet à 2-3 classes éloignées de correspondre à peu de frais, de s'interpénétrer, de joindre leur vie pour élargir et approfondir le cercle restreint de chacune. Et c'est là, à mon sens, une source éducative du plus grand à venir. L'importance donnée à la correspondance interscolaire ouvre encore les classes freinées sur l'extérieur, évitant par là tout fonctionnement en vase clos. Parce que cette ouverture est à la source même de sa pédagogie, le mouvement freiné a très bien su intégrer les techniques modernes. Le travail d'écriture et d'édition que l'instituteur français trouvait si stimulant pour ses élèves a pris possession du traitement de texte et de l'imprimante. Les techniques vidéo ont aussi fait leur entrée dans beaucoup de classes freinées. Le rôle des parents. Les parents sont volontiers sollicités dans une classe freinée. Pour réaliser certains projets, tels qu'un voyage à l'étranger ou l'organisation d'une classe verte, on fera appel aux relations des parents, à leurs idées, et aussi dans la mesure de leur disponibilité, à leur temps libre. Le mouvement freiné aujourd'hui. En France, près de 20 000 enseignants de l'éducation nationale appliquent les techniques pédagogiques de Freinet. Les membres du mouvement ayant choisi comme terrain d'action l'enseignement public, il n'est pas toujours évident pour les parents de placer leurs enfants dans une classe Freinet. Dans telle école publique, l'instituteur de CP travaille avec les outils pédagogiques de Freinet, mais ce n'est peut-être pas le cas pour l'instituteur de CE1 qui prendra à charge des enfants l'année suivante. Les mutations décidées par le ministère aidant, il est difficile dans le secteur public de mettre en place une équipe pédagogique différente pour travailler sur le long terme. L'association qui regroupe les enseignants freinés, l'ICEM, Institut coopératif de l'école moderne, a nommé des délégués départementaux pour guider les parents souhaitant connaître les établissements qui s'inspirent de ces méthodes dans leur ville ou dans leur région. S'ils ne sont souvent que 2 ou 3 par école, dans certains établissements, les méthodes pédagogiques freinées semblent s'être plus profondément implantées. Ces écoles sont principalement des écoles maternelles et primaires, mais depuis quelques années, la diffusion des techniques freinées paraît avoir pris un nouveau souffle dans les collèges. Le mouvement a aussi, et depuis longtemps, dépassé les frontières françaises. En 1956, une école freinée a été créée au Canada. Depuis, le mouvement n'a cessé de s'étendre. Aujourd'hui, la Fédération internationale des mouvements d'écoles modernes, la FINEM, regroupe des enseignants de plus de 35 pays qui se réunissent régulièrement lors de rencontres internationales. Des stages de formation, des cycles de conférences leur sont alors proposés.